La plupart des gens connaissent les noms de Humphrey Bogart, James Stewart et Bette Davis, mais il y a beaucoup de talents moins connus de l'âge d'or qui ont offert des performances tout aussi captivantes. Certains de ces artistes moins connus ont peut-être été éclipsés par leurs co-stars plus emblématiques dans les livres d'histoire, tandis qu'un certain nombre d'entre eux étaient bien plus célèbres à leur époque, mais ont, pour une raison quelconque, été oubliés tant d'années plus tard. Voici 27 acteurs sous-estimés qui, selon moi, méritent plus de reconnaissance. Avant de regarder, mentionnez votre choix d'acteur sous-estimé de l'âge d'or qui, selon vous, méritait plus de reconnaissance. Claude Rains. Humphrey Bogart n'aurait pas été aussi mémorable dans Casablanca sans Claude Rains face à lui. Pour sa propre performance, Rains a reçu sa deuxième nomination aux Oscars sur 4, toutes pour des rôles secondaires. Il était principalement un acteur de caractère connu pour ses rôles de méchant, comme dans Les Aventures de Robin des Bois, Monsieur Smith au Sénat, et Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock. Cependant, Rains a parfois joué le rôle principal. Il a incarné les rôles principaux dans L'Homme invisible et la version de 1943 du Fantôme de l'Opéra, et a joué le héros dans Le Loup-garou, faisant de lui l'une des stars régulières moins reconnues de la franchise Universal Classic Monsters. Bien que les acteurs de Casablanca n'étaient pas des débutants, le succès du film a donné un coup de pouce à leur carrière, et voici ce qu'ils ont fait après Casablanca. Rains apportait sophistication et complexité à chaque rôle qu'il assumait, élevant même les plus petits rôles avec sa présence imposante et sa voix distinctive. Après Casablanca, il a poursuivi sa série de performances mémorables dans des films comme César et Cléopâtre et Lawrence d'Arabie. Sa capacité à incarner des personnages moralement ambigus a fait de lui un acteur de choix pour des rôles secondaires complexes, garantissant que son travail reste inoubliable. Van Heflin. Il jouait rarement les premiers rôles, mais il excellait dans ce qu'il faisait. Parmi toutes les stars masculines de l'ère des studios, c'est probablement le seul que l'on pourrait transposer à l'âge de 30 ans environ dans un film contemporain, et il s'y intégrerait parfaitement. Regardez n'importe lequel de ces films des années 40, surtout Possessed et Madame Bovary. Et il ne faut absolument pas manquer sa performance récompensée par un Oscar dans Johnny Eager en 1941, où il a volé la vedette en tant qu'alcoolique charmant mais troublé. Van Heflin avait une capacité incroyable à apporter nuance et authenticité à chaque rôle, qu'il s'agisse de personnages moralement complexes ou de figures de soutien fiables. Il brillait vraiment dans Shane en 1953, où son interprétation calme mais résolue de Joe Starrett complétait parfaitement le célèbre flingueur Alan Ladd. Le travail de Heflin se caractérisait par un réalisme ancré et une profondeur émotionnelle qui le distinguait des styles plus théâtraux de nombreux de ses contemporains. Bien qu'il n'ait jamais atteint la renommée stratosphérique des acteurs principaux comme Clark Gable ou Cary Grant, l'héritage de Heflin perdure grâce à ses performances constamment solides. Sa capacité à incarner des rôles avec subtilité et conviction garantit que son travail reste intemporel et mérite d'être revisité par quiconque apprécie le cinéma classique hollywoodien. Kay Francis. Bien que Kay Francis ait réussi la transition des films muets aux films parlants, sa célébrité n'a pas duré beaucoup plus longtemps que la fin des années 40. Elle était chez Warner Bros. Pour ses meilleurs films, y compris Trouble in Paradise d'Ernest Lubitsch. Là, elle affiche un sens impeccable du timing comique et un talent pour le jeu de mots, livrant les dialogues de Lubitsch avec flair. Pendant un temps, elle était l'actrice la mieux payée d'Hollywood, mais cela a pris fin après sa querelle publique avec le studio. Warner Bros. A refusé de renouveler son contrat en raison de sa vie personnelle tumultueuse. Après avoir pris des rôles plus petits avec d'autres studios, Francis est tombée dans l'oubli et est maintenant largement oubliée. Kay Francis, autrefois surnommée la reine de Warner Bros., était connue pour son élégance et son léger zézément, qui ne faisait qu'ajouter à son charme. Elle excellait dans des mélodrames comme One Way Passage et I Found Stella Parrish, captivant le public par sa profondeur émotionnelle. Malgré son immense talent et son statut d'actrice la mieux payée d'Hollywood en 1935, sa carrière a souffert du typecasting et des tensions en coulisses. À la fin des années 1940, elle s'est tournée vers le théâtre et le travail de charité, mais n'a jamais retrouvé sa célébrité d'antan. Joel McCrea. Joel McCrea a passé la seconde moitié de sa carrière à jouer dans des westerns de série B, mais ce n'était pas le cas au début. Il a eu le rôle principal dans l'adaptation cinématographique originale de 1932 du film The Most Dangerous Game, et a ensuite tenu la vedette dans Sullivan's Travels et Correspondant de guerre d'Alfred Hitchcock. McCrea avait une large gamme de personnages qu'il pouvait incarner, mais il était choisi comme le premier rôle romantique face à certains des plus grands Noir Omi Niimvere.
les stars féminines de l'époque, y compris Barbara Stanwyck et Ginger Rogers. Bien qu'il ait connu un succès raisonnable, McCrea appréciait son temps en dehors de Hollywood et était heureux de se retirer des feux de la rampe en vieillissant. Popularisées pendant la Grande Dépression, les comédies loufoques ont connu un bref âge d'or, mais restent populaires. Voici les meilleurs films du genre. Gladys Cooper. Principalement actrice de théâtre pendant la première partie de sa carrière, Gladys Cooper a ensuite acquis une notoriété à Hollywood dans la seconde moitié de sa vie. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, elle a joué dans Rebecca d'Alfred Hitchcock et le film avec Bette Davis, Une femme cherche son destin, obtenant sa première des 3 nominations aux Oscars pour ce dernier. Des décennies plus tard, elle a interprété Madame Higgins, son 3e rôle nommé aux Oscars, dans My Fair Lady, aux côtés d'Audrey Hepburn et Rex Harrison. Bien que Cooper ait été une actrice fantastique et ait eu des rôles de haut niveau, en raison de sa renommée qui est venue plus tard dans sa vie, ses co-stars plus jeunes ont fini par durer plus longtemps dans la mémoire du public. Gladys Cooper apportait une élégance raffinée à chaque rôle, passant sans effort de la scène à l'écran dans ses dernières années. Elle excellait à incarner des femmes fortes et complexes, comme dans son inoubliable performance en tant que mère autoritaire dans Now, Voyager. Cooper a également marqué les films comme La chanson de Bernadette et Table séparée. Malgré un début tardif à Hollywood, sa remarquable polyvalence et son aplomb ont assuré qu'elle était toujours recherchée, même lorsque la lumière a commencé à se tourner vers les générations plus jeunes. Ann Miller. Ann Miller était une dynamo du genre musical, affichant un talent exceptionnel en danse et en chant dans plusieurs films à gros budget. Elle a rapidement été reconnue pour ses talents de claquettiste, en particulier, et a été distribuée dans des classiques bien aimés tels que On the Town, Easter Parade et le film musical 3D Kiss Me Kate. Bien qu'elle ait été choisie aux côtés de nombreux acteurs et actrices de premier plan, Miller jouait souvent le rôle secondaire et n'atteignait donc jamais le même niveau de célébrité. Après la fin de son contrat avec le studio, elle s'est principalement consacrée aux performances sur scène, prenant occasionnellement de petits rôles, comme celui de Coco dans Mulholland Drive de David Lynch, jusqu'à sa mort en 2004. Anna May Wong. Anna May Wong commence à être reconnue pour la merveilleuse actrice qu'elle était et pour le travail important qu'elle a accompli. En raison des préjugés raciaux, elle n'a malheureusement pas reçu beaucoup de reconnaissance de son vivant. Confrontée à la discrimination tout au long de sa carrière, Wong était cantonnée à des rôles qui perpétuaient les stéréotypes américano-asiatiques. Mais cela ne l'a pas empêchée de livrer de grandes performances dans des films tels que Piccadilly et La fille du dragon. Dans Shanghai Express, qui a été nommé pour le meilleur film, Wong se démarque parmi ses co-stars. Bien que Marlène Dietrich soit mieux cotée, Wong s'impose dans toutes leurs scènes ensemble et fait sien le film. George Sanders. George Sanders était souvent choisi pour des rôles mystérieux ou même méchants en raison de sa voix imposante. L'acteur britannique a commencé en tant qu'interprète sur scène avant de partir à Hollywood et de co-jouer dans les films d'Alfred Hitchcock, Rebecca et Correspondant étranger. Son plus grand succès est venu avec sa performance face à Bette Davis dans Eve, où il a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Bien que sa carrière ait duré bien après cela, elle a été écourtée par un accident vasculaire cérébral qui a entravé sa mobilité, donc il n'a pas atteint le même niveau de renommée que certains autres acteurs de l'âge d'or d'Hollywood. All About Eve est considéré comme l'un des plus grands films de l'histoire d'Hollywood, et il attend un remake, mais qui jouerait le casting principal? Dana Andrews. Les plus belles années de notre vie est considéré comme un classique américain, et bien que Dana Andrews n'ait pas été nominée pour son rôle de vétéran de la Seconde Guerre mondiale Fred Derry, le film a remporté des Oscars pour le meilleur film, le meilleur réalisateur et le meilleur scénario, parmi plusieurs autres. Il est dommage qu'il n'ait pas été reconnu pour son travail dans le film, car le capitaine Derry est l'un de ses meilleurs rôles, représentant véritablement de nombreux Américains revenant à la maison à l'époque. Ses nombreux autres films notables incluent également Laura et Where the Sidewalk Ends. Malgré ses performances fortes, Andrews est rapidement passé à des travaux télévisuels moins prestigieux, et son travail plus significatif a été relativement oublié. Hattie McDaniel. Hattie McDaniel a également été la première femme noire à assister aux Oscars en tant qu'invitée d'honneur, bien qu'elle ait dû s'asseoir à une table séparée de ses co-stars. Malgré sa victoire aux Oscars, Hollywood la limitait à des rôles de domestique et de cuisinière, reflétant les préjugés raciaux de l'époque. Malgré tout, McDaniel a abordé chaque rôle avec grâce et professionnalisme, gagnant l'admiration de ses pairs. Elle est apparue dans plus de 300 films, bien qu'elle ait souvent été non
et créditée. Au-delà de son métier d'actrice, McDaniel a été une pionnière à la radio, devenant la première femme noire à jouer dans une émission nationale avec The Bella Show. Sa carrière n'a pas été facile, mais elle a utilisé son talent pour ouvrir la voie aux futurs acteurs noirs. Aujourd'hui, Hattie McDaniel est reconnue comme une artiste révolutionnaire qui a marqué l'histoire malgré des défis écrasants. William Powell. William Powell incarnait le charme et la sophistication, excellent dans des rôles qui exigeaient esprit et élégance. Le plus connu pour son interprétation de Nick Charles dans les 6 films L'homme qui rit, Powell apportait humour et intelligence à l'écran, formant l'un des couples les plus aimés d'Hollywood avec Myrna Loy. Sa performance dans le classique burlesque Mon homme Godfrey en 1936 a mis en avant sa capacité à apporter de la profondeur à des rôles légers, lui valant une nomination aux Oscars. Malgré son succès, Powell s'est retiré d'Hollywood au début des années 1950. Son rôle dans Comment épouser un millionnaire en 1953, marquant une fin gracieuse à sa carrière. Ce choix lui a permis de se concentrer sur sa vie personnelle. Mais cela signifiait aussi que son nom devenait moins en vue par rapport à ses contemporains. L'héritage de Powell, cependant, perdure grâce à ses performances intemporelles, son sens impeccable du timing comique, et sa capacité à incarner classe et sophistication dans chaque rôle qu'il a joué. Agnes Moorehead. Agnes Moorehead était une actrice dynamique dont la carrière a couvert la radio, le cinéma et la télévision, faisant d'elle l'une des artistes les plus polyvalentes de son époque. Elle s'est d'abord fait connaître pour son travail avec Orson Welles, notamment en tant que membre de son Mercury Theatre. Sa carrière cinématographique a prospéré avec des rôles mémorables dans des classiques comme Citizen Kane et The Magnificent Amberson, ce dernier lui valant la première de 4 nominations aux Oscars. Malgré son succès sur grand écran, Moorehead est surtout rappelée par le public moderne pour son rôle d'Andorra, la sorcière glamour et spirituelle de la série télévisée à succès, Ma sorcière bien-aimée. Son travail à la radio a eu un impact tout aussi fort, avec sa performance glaçante dans la pièce radiophonique Sorry, Wrong Number devenue légendaire. La capacité de Moorehead à passer sans effort d'un médium à l'autre a démontré son immense gamme, allant de la gravité dramatique à la brillance comique. Bien qu'elle ait excellé à l'âge d'or de Hollywood et laissé une marque indélébile à la télévision, sa carrière a souvent défié les catégorisations simples, car elle a constamment élevé chaque projet par sa présence. Son héritage en tant que l'une des grandes actrices de caractère de l'industrie reste fermement intact. Frederick March. Frederick March était un acteur américain polyvalent de théâtre et de cinéma, habile aussi bien dans les rôles romantiques que dans les rôles de personnages complexes. Selon Britannica, il a remporté 2 Oscars pour le meilleur acteur. Le premier en 1933 pour le classique de l'horreur Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et le second en 1946 pour le vétéran émotionnellement réprimé de la Seconde Guerre mondiale dans les plus belles années de notre vie de William Wyler. Il a remporté un Tony Award en 1947 pour Years, il y a longtemps, et un second pour avoir créé le rôle de James Tyrone dans Long Day's Journey into Night d'Eugene O'Neill en 1956. Avec un CV comme celui-là, comment a-t-il pu être oublié par Hollywood? Le Hollywood Reporter l'explique avec 3 mots toxiques. Ku Klux Klan. Cette accusation a été portée pour la première fois contre Marsh à titre posthume en 2017, selon laquelle, pendant une brève période à l'Université du Wisconsin, il était membre de ce groupe haineux. En 1919, Marsh, alors en dernière année à l'Université du Wisconsin sur le campus de Madison, accepta une invitation à rejoindre une société d'honneur interfraternelle partageant un nom avec le Ku Klux Klan, bien que le groupe invitant Marsh n'ait rien à voir avec le KKK, tel qu'il est connu aujourd'hui. Les recherches menées par la Société historique du Wisconsin n'ont révélé aucun lien entre ce groupe et les chevaliers du clan. Malgré la clarification des historiens, le tort à la réputation de March a perduré, car l'accusation posthume s'est largement répandue en ligne. Le malentendu provient du nom de la Société d'honneur interfraternelle, qui n'avait aucun lien avec le Ku Klux Klan, mais partageait malheureusement son nom. Les partisans de Marsh ont souligné son engagement de toujours envers des causes progressistes, y compris son plaidoyer pour les droits civiques, et son opposition vocale au macartisme dans les années 1950. Tout au long de sa carrière, Frederick March a été célébré comme l'un des acteurs les plus accomplis et polyvalents d'Hollywood, passant sans effort de la scène à l'écran. Sa capacité à incarner des personnages avec profondeur et authenticité lui a valu le respect de ses pairs et des critiques. Cependant, la controverse ressurgit.
En 2017, a poussé certaines institutions, y compris l'Université du Wisconsin, à retirer son nom des espaces du campus, ravivant les débats sur le contexte historique et l'héritage à l'ère moderne. George Arliss. Un autre est George Arliss, qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour Disraeli, sorti en 1929. Dans les années 1930, il avait une popularité que seul Sir Laurence Olivier rivaliserait dans les années 1950. Arliss pouvait imposer ses conditions aux dirigeants des studios. Il devait avoir le contrôle sur les scénarios et insistait pour des réécritures s'il estimait que l'histoire ne fonctionnait pas. Bien qu'exigeant, Arliss faisait des choses pour aider les studios, comme organiser des répétitions avant chaque scène, réduisant ainsi le besoin de reprise. Parce qu'il avait une carrière établie au théâtre, il avait une reconnaissance de nom, et ses films étaient réputés pour leur qualité. Avant l'arrivée de Paul Muni, Arliss avait maîtrisé le genre de la biographie cinématographique avec Disraeli, Alexander Hamilton, Voltaire, La Maison Rothschild, Le Duc de Fer et Cardinal Richelieu. Quant à la raison pour laquelle il n'est pas aussi bien rappelé, cela peut être dû en partie à son héritage d'acteur de théâtre. Ses films sont remplis de gestes exagérés et d'une emphase dramatique dans beaucoup de répliques. La plupart de ces films historiques étaient remplis du bluff d'Arliss. Un personnage historique est coincé et doit bluffer pour s'en sortir face à son adversaire. Parfois, il usait du pur bluff, mais d'autres fois, il avait un atout dans sa manche pour changer la donne. De plus, Arliss et sa femme, Florence, étaient des personnes très réservées. Ils n'étaient pas intéressés par la publicité excessive générée par les magazines de cinéma. Le magazine Newsweek s'est vexé parce qu'Arliss ne leur permettait pas de photographier l'intérieur de sa maison. Ils se sont même entendus avec Arliss en écrivant une nécrologie très sarcastique pour lui, affirmant que sa principale réussite en tant qu'acteur était de montrer que certaines figures historiques se ressemblaient toutes. Fatty Arbuckle. L'un des premiers comédiens d'Hollywood à obtenir le statut de mégastar à son époque était un homme nommé Roscoe Fatty Arbuckle. Au sommet de son succès, il gagnait $1 million par an, une somme énorme pour le Hollywood d'après Première Guerre mondiale. La carrière de Fatty Arbuckle ne s'est jamais vraiment rétablie pendant la majeure partie de sa vie. Puis, en 1932, il a fait un certain retour. Il s'est marié, a de nouveau joué dans quelques films. En 1933, il a célébré son premier anniversaire de mariage avec des amis et des proches. « C'est le plus beau jour de ma vie », aurait-il dit à ses proches. Il est mort cette même nuit dans son sommeil, à seulement 46 ans. Warren Williams. Warren W. était un acteur de longue date à Broadway, qui est arrivé chez Warner Bros. En 1931 et est rapidement devenu une star. Souvent choisi pour des rôles de personnages élégants et assurés, il a apporté du charisme à des rôles comme celui de Jules César dans Le Cléopâtre de Cecil B. DeMille et Dave the Dude dans Lady for a Day de Frank Capra. Il est entré dans l'histoire comme le premier acteur à incarner Perry Mason à l'écran et a ajouté de la profondeur au détective emblématique Philo Vance dans plusieurs films. Connu pour sa présence imposante à l'écran, Warren a également dirigé les premiers films d'Errol Flynn, The Case of the Curious Bride et Don't Bet on Blonde. Surnommé le roi du précode, il excellait à incarner des personnages moralement ambigus et sophistiqués qui ont défini l'époque. Williams a continué à mener des films tout au long des années 1940, mais sa carrière a été interrompue par la maladie après la Deuxième Guerre mondiale. Sa mort prématurée à 53 ans en 1948 a marqué la fin d'une carrière remarquable, laissant derrière lui un héritage comme l'un des acteurs les plus raffinés et sous-estimés d'Hollywood. William Haynes. Un des acteurs les plus populaires du box-office national de 1928 à 1932, Haynes était une star de MGM spécialisée dans le rôle de jeunes ambitieux effrontés qui se faisait rabaisser de plusieurs crans à la fin du film. Haynes a réalisé plus de 50 films avec Lon Chaney, Marion Davies, Mary Pickford, Joan Crawford et bien d'autres. Il a refusé un mariage de façade proposé par Louis B. Mayer lorsque son homosexualité était sur le point d'être révélée au public, a quitté le métier d'acteur et s'est transformé en décorateur d'intérieur pour les stars, une carrière dans laquelle il a prospéré jusqu'à sa mort en 1973. William Haynes était non seulement un pionnier dans sa carrière d'acteur, mais aussi dans sa vie personnelle, affirmant fermement son identité à une époque où Hollywood imposait des codes moraux rigides. Son refus de se conformer aux attentes de la société, même au détriment de sa carrière cinématographique, a fait de lui une icône silencieuse de défi et d'authenticité. Après avoir quitté le cinéma, il est devenu un
Décorateur d'intérieur très recherché, travaillant avec l'élite hollywoodienne et concevant des espaces élégants reflétant son goût impeccable. Joe E. Brown. M. Brown est aujourd'hui connu pour son rôle d'Osgood Fielding III dans Certains l'aiment chaud et comme un personnage de dessin animé dans une série de 3 courts-métrages Disney caricaturant d'anciens acteurs hollywoodiens. Mais dans les années 1930, Joe E. Brown était une très grande vedette, réalisant 3 ou plus de comédies par an, jouant dans une série de films populaires qui ont rapporté beaucoup d'argent à Warner Brothers. Brown était un acrobate de cirque pendant ses années à l'école primaire et un joueur de baseball professionnel dans la vingtaine avant de se tourner vers le théâtre et de conquérir le vaudeville et Broadway. Il est devenu une vedette de cinéma dans les premières comédies musicales Technicolor, pour la plupart maintenant perdues. Sa carrière cinématographique a ralenti dans les années 1940 et après avoir joué Cap Nandy dans la version Technicolor de Showboat en 1951, il a fait seulement quelques apparitions à l'écran. Brown est mort à l'âge de 81 ans en 1973. Frank McHugh. McHugh a été un comédien pendant près de 70 ans. Il a commencé tout petit dans le théâtre de ses parents, et à 17 ans, il dirigeait la scène et jouait des rôles principaux à Pittsburgh. Il est passé du théâtre régional à Broadway, mais à l'arrivée des années 1930, Frank M. s'est déplacé vers l'ouest jusqu'à Hollywood. Sur divers plateaux de tournage à Hollywood et Burbank, McHugh a travaillé sur jusqu'à une douzaine de longs métrages par an, parfois en tant que premier rôle, mais plus souvent en tant qu'acteur de soutien. Tout. Des prêtres catholiques aux vendeurs d'assurance vie dans le Far West. Dans les années 1950, le travail cinématographique de McHugh a ralenti, et il a continué dans le domaine de la radio et de la télévision. Il a pris sa retraite en 1969, mourant dans le Connecticut à l'âge de 83 ans. Chester Morris. Chester Morris était un acteur talentueux dont la carrière s'est étendue sur les époques du cinéma muet et du parlant, consolidant sa place comme star fiable de l'âge d'or d'Hollywood. Tandis qu'il brillait surtout dans le rôle de Boston Blackie, un criminel réformé spirituel et ingénieux dans la série policière bien aimée des années 1940, l'étendue de Morris dépassait largement ce rôle emblématique. Sa performance nominée aux Oscars dans Alibi en 1929 a démontré sa capacité à incarner des personnages complexes, le distinguant comme un talent polyvalent. Morris apportait une présence magnétique à des films comme Five Came Back en 1939 et 3 Godfathers en 1936, où ses interprétations nuancées ajoutaient de la profondeur à chaque histoire. Bien qu'il jouait souvent les seconds rôles face à des premiers rôles plus notoires, son talent pour insuffler du charisme et de l'intensité dans des rôles moralement ambigus le rendait remarquable. Bien qu'il n'ait jamais atteint le sommet de la célébrité comme certains de ses contemporains, Chester Morris a créé un héritage en tant qu'acteur fiable et captivant dont le travail reste un témoignage de son adaptabilité et de son talent. Helen Twelvetrees. Helen Twelvetrees était une étoile lumineuse des premiers films parlants, célébrée pour ses performances émotionnellement résonantes dans des films comme Millie en 1931 et Herman en 1930. Avec sa beauté délicate et son jeu émouvant, elle incarnait souvent des femmes aux prises avec le chagrin et l'adversité, apportant une authenticité qui résonnait profondément auprès du public. Sa capacité à exprimer la vulnérabilité et la résilience la rendait remarquable à l'époque pré-code, où elle excellait dans les mélodrames et les drames romantiques. Au sommet de sa carrière, Twelvetrees était considérée comme l'une des actrices principales les plus prometteuses d'Hollywood. Cependant, à mesure que l'industrie s'éloignait du style pré-code, sa carrière a décliné, et elle a eu du mal à trouver des rôles correspondant à ses talents. Malgré cela, son travail a laissé une empreinte indélébile, et elle est maintenant considérée comme un rappel poignant de la brillance éphémère de l'époque. Bien que son nom ne soit peut-être pas aussi largement reconnu aujourd'hui, Helen Twelvetrees reste un symbole de la grâce et de la profondeur émotionnelle qui ont défini le début d'Hollywood. Noah Beery, Seigneur Noah Beery. Seigneur était un pilier du début d'Hollywood, réputé pour sa présence magnétique à l'écran et son talent pour incarner des antagonistes hors normes. Avec des rôles mémorables dans des films tels que The Mark of Zorro en 1920 et She Done Him Wrong en 1933, la voix imposante de Beery et ses traits rugueux faisaient de lui un choix naturel pour des personnages d'autorité, de menace ou d'intrigue. Il s'est taillé une place comme l'un des acteurs de caractère les plus fiables du cinéma, ajoutant profondeur et gravité à chaque rôle qu'il a entrepris. Bien qu'éclipsé par son frère cadet, Wallace Beery, qui a atteint une plus grande célébrité, la carrière de Noah a été prolifique et durable, avec un large éventail de rôles dans les films muets et les premiers films parlants. Sa capacité à équilibrer le charisme avec l'intimidation apportait une énergie inoubliable à l'écran, faisant de lui un élément indispensable de nombreux films classiques.
Bien qu'il n'ait peut-être pas reçu la même reconnaissance généralisée que son frère, No, les contributions de Ohia Billy Sr. à l'âge d'or d'Hollywood sont indéniables. Son héritage en tant qu'interprète polyvalent et dynamique reste une pièce essentielle de l'histoire cinématographique précoce. Una Merkel. Una Merkel était une présence charmante à l'âge d'or d'Hollywood, connue pour son sens du timing comique impeccable et sa personnalité attachante. Maîtresse des acolytes enjoués et des femmes du quotidien auxquelles on peut s'identifier, elle a apporté chaleur et esprit à des classiques comme 42e rue en 1933 et The Bank Dick en 1940. Le charme excentrique de Merkel et son élocution acérée en ont fait une favorite auprès du public, même lorsqu'elle se retrouvait souvent dans des rôles secondaires. Sa capacité à mêler sans effort humour et émotion sincère lui permettait d'élever chaque scène dans laquelle elle se trouvait, faisant d'elle un élément indispensable des ensembles hollywoodiens. Bien qu'elle n'ait jamais atteint le statut de vedette, ses performances mémorables ont fait d'elle une figure appréciée de l'histoire du cinéma. L'héritage d'Una Merkel réside dans sa capacité à apporter de la profondeur et de la joie à des personnages qui auraient autrement pu être négligés, assurant ainsi sa place comme l'un des joyaux les plus sous-estimés de l'époque. Nat Pendleton. Nat Pendleton était un talent unique à l'âge d'or d'Hollywood, combinant sa prouesse athlétique en tant qu'ancien lutteur olympique avec un flair naturel pour le jeu d'acteur. Dans des films comme The Thin Man en 1934 et Earthfeathers en 1932, il se distinguait comme le bonnet attachant ou le dur à cuire avec une tendresse surprenante. Sa présence à l'écran était magnétique, souvent en train de voler la scène avec son charme et son humour subtil, même lorsqu'il était aux côtés de grandes stars. La polyvalence de Pendleton lui permettait de briller aussi bien dans des rôles comiques que dramatiques, passant sans effort des pitreries slapstick à des moments émouvants. Malgré ses contributions à certains des films les plus aimés de l'époque, il était souvent cantonné à des rôles secondaires, ne se retrouvant jamais pleinement sous les feux de la rampe. Sa capacité à apporter profondeur et humanité à des personnages apparemment simples reste l'une de ses qualités les plus durables, mais aussi les plus sous-estimées. Nat Pendleton n'a peut-être pas été un acteur principal, mais ses performances inoubliables ont laissé une empreinte indélébile sur le cinéma classique. Louise Fazenda. Louise Fazenda était une perle comique des époques du cinéma muet et du début du cinéma sonore, célébrée pour son génie du slapstick et sa capacité unique à illuminer l'écran. Dans des films comme The Old-Fashioned Way en 1934 et Footlight Parade en 1933, son visage expressif et son timing impeccable faisaient d'elle une interprète remarquable. Connue pour ses interprétations de personnages excentriques et originaux, Fazenda apportait un charme et un humour délicieux qui volaient souvent la vedette. Bien qu'elle apparaisse principalement dans des rôles secondaires, son talent était essentiel au succès de nombreuses comédies d'ensemble. Le don de Fazenda pour la comédie physique, associé à sa présence chaleureuse et attachante, la rendait favorite tant du public que des réalisateurs. Malgré le fait que ses contributions soient quelque peu négligées dans les annales de l'histoire du cinéma, elle était une pionnière de la comédie des débuts d'Hollywood et reste un exemple éclatant du côté léger de cette époque. Son héritage, bien que discret, continue d'inspirer l'appréciation pour les héros méconnus du cinéma classique. Richard Arlen. Richard Arlen était un acteur principal fiable et robuste, dont le charisme discret et la sincérité apportaient de la profondeur à chaque rôle qu'il jouait. Devenu célèbre grâce à sa performance dans le film muet révolutionnaire et oscarisé Wings en 1927, Arlen a rapidement prouvé son adaptabilité en passant sans effort au film parlant. Ses rôles dans des films comme Island of Lost Souls en 1932 ont montré sa polyvalence, lui permettant d'exceller à la fois dans les genres d'aventure et de drame. Bien qu'il n'ait pas eu la célébrité des plus grands noms d'Hollywood, la présence constante d'Arlen faisait de lui un choix fiable pour les réalisateurs et un favori parmi le public. Que ce soit en pilotant des avions ou en affrontant des dilemmes moraux, son style de jeu subtil résonnait avec authenticité. Bien qu'il ait joué dans une large gamme de films pendant l'âge d'or d'Hollywood, ses contributions restent en grande partie négligées dans l'histoire du cinéma. La carrière de Richard Arlen témoigne du pouvoir de la constance et de l'impact durable d'un interprète dévoué à son art. Nancy Carroll. Nancy Carroll était une étoile radieuse des premiers films parlants, célébrée pour sa présence captivante et ses performances polyvalentes. Elle a reçu les éloges de la critique avec son rôle nommé aux Oscars dans The Devil's Holiday en 1930, où son mélange de charme et de talent dramatique a captivé le public. Connue pour son énergie vivante et sa beauté frappante, Carroll est devenue un pilier des drames romantiques et des comédies musicales durant l'ère pré-code, montrant une palette qui la distinguait de ses contemporaines.
Malgré son talent indéniable, la carrière de Carroll a commencé à décliner au milieu des années 1930 en raison d'une combinaison de l'évolution des tendances de l'industrie et des conflits au sein des studios. Bien que ses rôles ultérieurs aient été moins nombreux, son impact au sommet de sa carrière reste significatif. Elle a apporté une sophistication unique et une profondeur émotionnelle à ses personnages, laissant une impression durable sur le Hollywood des débuts. L'héritage de Nancy Carroll est celui d'une star dont la lumière a brillé intensément, bien que brièvement, à l'âge d'or du cinéma. Il y avait beaucoup d'autres acteurs qui ont très bien joué dans les films, mais ils n'ont pas obtenu, de reconnaissance. J'en ai peut-être manqué beaucoup. Faites votre propre liste personnelle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir une autre vidéo avec différents acteurs qui ont été oubliés sans aucune célébrité significative, faites-le moi savoir ci-dessous.